Je pense que ça doit être ça doit être à peu près le 10e webinaire que nous faisons à ESPT. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ESPT, c'est une association d'élus en charge de la santé publique dans les communes ou dans les groupements de communes, dans les EPCI, qui a été créée en 2005 avec des objectifs, c'est de promouvoir la santé et la santé publique au niveau de ce qu'on appelle le bloc communal, c'est-à-dire les communes et les agglomérations, dans un but essentiel, c'est d'abord de relayer ces politiques nationales au niveau de ce qu'on appelle le dernier kilomètre, c'est-à-dire au plus près des citoyens, de lutter contre les inégalités territoriales en santé qui sont importantes, vous le savez. Ça a été une des premières missions d'ailleurs de ESPT. Et aujourd'hui, avec une mission qui apparaît de plus en plus, c'est de participer à la résorption des déserts médicaux, puisque à peu près dans chacune des communes où nous sommes, nous rencontrons des problèmes de déficit de personnel de santé. Alors, ESPT, ce réseau d'élus, c'est un réseau qui travaille à la réflexion, à la au plaidoyer pour développer la santé publique au niveau de ce bloc communal. Nous intervenons sous forme de journée nationale d'études une fois par an sur des thèmes spécifiques. Le prochain, ce sera le 19 juin au Sénat sur la santé environnementale et le rôle des élus. Nous intervenons à travers des webinaires comme celui-ci, un séminaire régional par an. L'an dernier, c'était sur Bordeaux. Cette année, probablement sur Dijon. Et puis, on essaiera d'en faire un l'an prochain, peut-être en Occitanie d'ailleurs. Et nous publions régulièrement des documents sur notre site internet et que nous transmettons aux autorités. Voilà. Je ne vais pas en dire plus puisque je suis entouré de mon bureau par d'abord la première vice-présidente, donc Véronique Garnier, qui, comme vous le voyez, est très, très active. Il y a également Daniel, qui est premier adjoint de la ville d'Évry-Courcouronnes, et Yves Charpat, qui est élu dans une commune rurale de Seine-et-Marne. Et je pense que du bureau, nous sommes tous les trois. Voilà. Je vous laisse la parole en remerciant les acteurs qui vont intervenir. Vous dire que nous allons continuer évidemment de travailler sur ces thématiques qui sont importantes et que peut-être nous ferons d'autres webinaires sur ce thème en fonction de ce qui va se passer. Véronique, je te laisse la parole pour la suite. Merci beaucoup Gilbert pour ces propos introductifs. Donc on va rentrer. Je vois Cathy Bontin qui vient aussi de se connecter. Bonjour Cathy, merci à toi. En tous les cas, c'est la première fois qu'on traite ce sujet et nous avons été frappés par le nombre d'intercommunalités qui ont développé des actions santé. C'est pour ça que Gilbert évoquait peut-être que nous aurons un deuxième épisode, car nous avons eu d'autres propositions de contribution à ces travaux sur le rôle des intercommunalités en matière de santé. Est-ce qu'il faut avoir cette dimension de territoire pour pouvoir impulser des actions en santé plus importantes? Quelles sont les limites? Quelles sont les difficultés? Voilà, donc tous nos intervenants, on a choisi 3 intercommunalités vraiment de profils, de tailles différents, pour que vous puissiez aussi, pour ceux qui sont connectés, pouvoir éventuellement que ce soit un peu inspirant pour certains d'entre vous. Et on va avec Daniel donc co-animer ce webinaire en laissant bien sûr après, si vous êtes d'accord,
mesdames, messieurs, des temps de questions-réponses après chacune des interventions, ce qui n'empêchera pas d'avoir une discussion générale après vos 3 interventions. Donc, on va commencer par Nadia Terki. On sent le soleil dans la voix de Nadia, qui est vice-présidente santé prévention politique de la ville, communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre. Donc, bien sûr, chacun aura à cœur de vous présenter son territoire, qui va donc avoir la première présentation sur toutes les actions santé qui ont été et qui sont menées sur ce territoire. Nadia, tu as la parole. Alors, Nadia, juste une chose, elle a beaucoup de slides, donc sachez également que cette session est enregistrée, que vous aurez accès sur notre site, mais Étienne, qui est notre chargé de mission, donc qui s'occupe de tous les aspects pour que tout se passe bien dans le cadre de nos webinaires et de tous nos autres événements. En tous les cas, le webinaire est enregistré. Et si vous êtes d'accord, que ce soit Christine et Nadia qui ont préparé des slides et un support de présentation, ça sera également partagé avec tous les intervenants. Donc, Nadia a beaucoup de slides, donc elle aura quand même le défi de faire vite. Vous inquiétez pas, je vais aller au vif de l'action santé. Bon, Nadia, si vous pouvez un tout petit peu baisser votre écran pour qu'on vous voit mieux, parce qu'on voit, voilà, impeccable. D'accord. Voilà, la parole vous est donnée, Nadia. Merci infiniment. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, juste vous dire que le soleil, il est réellement que dans la voie, parce que nous, ici, on tourne à 11 degrés et il pleut énormément. Voilà, je suis très heureuse d'être avec vous donc, et de pouvoir honorer cette invitation. Alors, vous expliquer, donc, effectivement, je suis élue à la fois à la ville de Gemont, mais en matière pour la thématique santé, je le porte au niveau de l'agglomération Maubeuge-Val de Sambre, qui regroupe, alors je ne sais pas si on peut passer le diapo, est-ce que je ne peux pas partager, moi? Alors, normalement, vous pouvez partager. Et si vous préférez, c'est… Ouais, si vous pouvez le faire, Etienne, ça ne vous dérange pas. Ouais, merci. Donc, c'est un territoire de 43 communes qui est composé d'à peu près 130 000 habitants, avec 9 quartiers politiques de la ville sur 7 communes, ce qui représente à peu près, c'est la slide d'après, voilà, ce qui représente à peu près 22 000 habitants en géographie prioritaire. Donc, notamment sur ces communes en géographie prioritaire, nous avons des indicateurs sociaux, économiques, médicaux, tous les indicateurs sont vraiment très mauvais. Donc, l'état de santé de ce territoire, donc on a une surmortalité et mortalité prématurée supérieure au niveau national. C'est la slide juste derrière. Voilà. Et donc, la slide d'après, vous allez dans un tableau, on a repris donc en termes de pourcentage, donc pour 1000 personnes, toutes les mortalités entre guillemets qui sont liées, évitables, liées à la prévention. Donc, on voit que c'est quand même assez énorme. Et les mortalités évitables liées au système de soins. Nous avons aussi, c'est la slide d'après. Voilà. Vous avez également dans le deuxième tableau les mortalités par maladie cardiovasculaire et mortalité par cancer. Donc, la slide d'après, donc une part importante des habitants de plus de 45 ans qui sont en situation d'affection longue durée, ce qui est quand même assez important, avec une démographie médicale qui est de plus en plus en souffrance et donc en baisse. Il paraît, selon la CPAM et l'ARS, que d'ici 3 ans, nous allons entrer réellement… alors, nous sommes déjà dans le dur, mais là, la situation en termes de démographie médicale va être terrible. Donc, on n'a vraiment plus de médecins qui s'installent sur le territoire. Donc, on a un territoire qui présente un état de santé qui est quand même dégradé. Et donc, c'est pour ça que dès 2010, il y a eu la prise de compétences action sociale d'intérêt communautaire en matière de santé. En 2012, c'est la slide d'après, structuration du service santé. Et en 2014, nous avons ouvert après. Ah, je suis déjà allée là. Ouais. Ouverture du centre de ressources en santé publique en partenariat avec le centre hospitalier. Donc là, je vais vous parler surtout, c'est ce qui est le plus important, ce sont les dispositifs de coordination en matière de prévention santé qui sont portés par l'agglomération. Donc, nous avons eu la première édition du contrat local de santé première génération, mais là, aujourd'hui, alors
où je vous parle, nous sommes à celui de la seconde génération. Le premier n'a pas été très probant, faute de participation active, j'ai envie de dire, des experts de la santé, mais aussi des professionnels. Donc, le deuxième contrat de local de santé est un outil qui est porté conjointement avec l'ARS, la collectivité territoriale et les institutions qui sont volontaires du territoire avec objectif de réduire les inégalités territoriales et sociales de la santé. C'est juste la slide d'après. Hein. Il est l'expression des dynamiques locales partagées entre acteurs et partenaires sur le terrain pour mettre en œuvre des actions au plus près de la population. Donc, les deux orientations qui ont été choisies, mais avec le territoire, c'est-à-dire qu'il y a eu un diagnostic qui a été fait et ensuite il y a eu un questionnaire. Et les orientations qui ont été choisies sont celles-ci. Promouvoir l'activité physique et une alimentation équilibrée dans une approche parcours enfant, jeune, avec un focus sur les personnes les plus précaires. Orientation qui va regrouper donc 8 actions. Je pourrais vous faire part aussi, c'est du plan d'action avec toutes les actions concrètes qui seront développées tout au long de ce contrat local. Améliorer l'accès à la prévention et à la prise en charge des conduites à risque et ou addictives, donc tout public avec un focus sur les jeunes, orientation qui regroupe aujourd'hui 7 actions. Donc, les dispositifs, je viens de le dire. Donc, le contrat local de santé de seconde génération, les partenaires qui ont été signataires sont l'ARS, la CAMS, la CAF, la CPAM. Bon, je ne vous fais pas la lecture de tous les partenaires, mais vous vous rendez compte quand même qu'il y a quand même un grand nombre d'acteurs aujourd'hui qui se sont réellement mobilisés autour de ces deux axes. Alors, là, on a, par exemple, une action donc, qui s'appelle le défi citoyen autour de l'action, autour de l'alimentation. Donc, c'est permettre aux habitants de l'agglomération d'appréhender et d'adopter des comportements alimentaires favorables à la santé et à la préservation de l'environnement. Je vais vous passer les détails puisque comme vous allez avoir le diaporama, ça ne sert à rien de vous le lire complètement. On a une action théâtre santé qui fonctionne assez bien. Alors, le problème, c'est que ça fait quelques années que l'ARS la finance avec l'agglomération et on a su dernièrement que l'ARS n'y mettrait plus les moyens. Donc, les objectifs, c'était de sensibiliser et prévenir les violences et pratiques addictives au niveau des jeunes. C'est favoriser l'application des jeunes dans une action de prévention santé, amener l'équipe éducative à intégrer un projet pédagogique global dans les établissements scolaires. On touchait pratiquement, donc en 2022, 1557 collégiens et lycéens qui ont bénéficié d'une représentation et donc 17 établissements, donc soit 11 collèges et 5 lycées, sont mobilisés sur le projet. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. On est en train de réfléchir avec l'éducation nationale et notamment l'agglomération pour pouvoir pérenniser cette action-là parce qu'elle connaît un franc succès au niveau des jeunes. C'est une facilité pour à la fois l'agglomération mais aussi l'établissement de pouvoir aborder certaines thématiques qui sont quand même aujourd'hui très difficiles au niveau des jeunes. On a un déploiement d'espaces sans tabac. Donc l'idée, c'est de déployer aux abords des équipements aquatiques de l'agglomération et des établissements scolaires des espaces sans tabac. Ça, c'est aujourd'hui, c'est une nouvelle action et c'est depuis notamment la réflexion que nous avons eue avec la Ligue contre le cancer, c'est une charte partenariale qui a été créée, qui a été écrite avec l'agglomération. Mon agglo se Ligue contre le cancer. Le Conseil local de santé mentale. Alors, sur le territoire, il faut savoir qu'en matière de santé mentale, nous sommes très, très mal lotis, puisqu'aujourd'hui, par exemple, à titre d'exemple, nous n'avons pas de pédopsychiatrie, ce qui veut dire qu'un enfant qui souffre aujourd'hui sur le territoire, quid de sa prise en charge. Alors, on vient d'apprendre qu'à partir du 1er juin, aucun enfant entre 0 et 18 ans ne pourra être accepté en psychiatrie adulte. Or, il y avait encore quelques mois, nous pouvions, quand un enfant présentait des difficultés, des troubles, pouvait être quelques jours hospitalisé, mais très vite sorti, puisque ce n'est pas le lieu le plus adapté pour lui. Donc, on vient d'apprendre cette nouvelle. Donc, je peux vous garantir que ça nous met dans une situation très critique en matière de santé mentale. Donc, on le porte conjointement. C'est la slide d'après, Étienne. On le porte conjointement avec l'ARS et le centre hospitalier.
Et donc, on a les secteurs 38, 39 et 40, donc avec des enjeux comme partout, permettre à des gens de bénéficier de l'accès aux soins psychiatriques et avec une continuité des soins, favoriser l'insertion sociale, lutter contre la stigmatisation et surtout promouvoir la santé mentale. D'ailleurs, en termes d'insertion sociale, on a créé, en tout cas, on a contribué avec la FEJ à créer des appartements inclusifs, donc ce qui permet d'avoir le CMP en bas et des appartements inclusifs, donc avec un suivi à la fois médico-social pour les personnes qui acquièrent une certaine autonomie en matière d'une autonomie, enfin, voilà, dans leur prise en charge. Il est la gouvernance donc, de ce contrat local de santé. Alors, il y a des assemblées plénières, il y a des comités de pilotage et il y a des groupes de travail aujourd'hui qui se sont créés. Donc, l'idée, suite à ce diagnostic, c'était de donner des orientations prioritaires qui étaient donc de prévenir, repérer et accompagner le public, enfants, adolescents, familles en matière de santé mentale, mobiliser, sensibiliser, former les acteurs de proximité et favoriser surtout l'inclusion sociale et citoyenne des personnes, des usagers de la santé mentale. Le Conseil de santé mentale, donc, il y a des actions qui sont phares. Donc, on a eu un forum itinérant en 2019 pendant 2 mois. J'avais souhaité que pendant 2 mois, notamment sur le territoire et un peu partout sur le territoire, qu'on puisse parler santé mentale. Donc, du plus jeune âge à l'âge senior. On a eu 38 partenaires intervenants, 35 lieux qui nous ont été dédiés, 26 thématiques abordées, 5 thématiques. Pendant 5 semaines, nous avons pu aborder la thématique de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte et des seniors. Donc, on a eu quand même une vraie mobilisation, notamment par des professionnels de Lille. Donc, voilà. Et donc, il y a eu 772 participants avec un intérêt qui était quand même majoritaire pour l'enfance et l'adolescence, comme vous pouvez bien l'entendre, étant donné la demande et le besoin qui se fait crûment entendre aujourd'hui sur le territoire. On a mis en place, alors là par contre c'est quelque chose dont je me réjouis, c'est une équipe mobile rapide de soutien psychologique que nous avons travaillé avec le centre hospitalier qui fait suite notamment à la crise Covid. L'idée étant de proposer une réponse rapide et précoce aux conséquences psychosociales de la crise sanitaire, notamment au cœur de la cité pour les adultes et adolescents qui ressentent un déséquilibre au niveau de leur santé mentale. Alors, je ne vous ai pas dit, mais en plus d'être élue, je suis donc chef de service au département du Nord auprès des enfants d'aide sociale à l'enfance. Là, aujourd'hui, je suis chargée de projet sur la question des violences intrafamiliales, sur la prostitution des mineurs et sur le parcours des jeunes nordistes. Il faut savoir que nous, sur le territoire, on a eu énormément de jeunes qui ont beaucoup souffert. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le paie, entre guillemets, par un nombre hyper important de jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance. Avec des familles qui ont explosé, des enfants qui aujourd'hui sont dans un mal-être et avec une prise en charge qui est aujourd'hui très défaillante, puisque je vous dis qu'à partir du 1er juin, il n'y a pas de vrai pédopsychiatre, en tout cas sur le territoire, et que tous les CMP qui existent, en tout cas sur le territoire, d'ailleurs il en existe un avec 3 antennes, les listes d'attente c'est entre 6 mois et 1 an. Donc, quid de cet enfant qui va mal et où on va... Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, l'idée, c'était d'aller au domicile des parents et d'aller faire un état des lieux avec une équipe pluridisciplinaire. Aujourd'hui, sachez que l'équipe mobile Emora, qui était censée intervenir notamment dans les quartiers politiques de la ville, s'est étendue sur l'ensemble du territoire et intervient donc auprès de l'ensemble du public. Donc, en fait, finalement, il y avait un vrai besoin d'aller vers de cette équipe mobile qui va vers les personnes en souffrance. Et donc, c'était de pouvoir surtout... qu'une personne puisse déposer sa souffrance et que l'équipe pluridisciplinaire de l'hôpital puisse, de la psychiatrie, puisse notamment la prendre en charge et en tout cas l'orienter vers le service le plus adéquat.
il était aussi question de décliner des initiatives à plus large échelle, telles que des informations, des semaines d'information sur la santé mentale, avec effectivement des personnes qui sont intervenues, donc des professionnels, notamment Éric Verdier, qui nous avait parlé d'ailleurs, et je le redis parce que c'est grâce à lui, des premiers secours en santé mentale. Et en fait, on a été le premier territoire à le développer. Donc, l'idée, c'était de former, comme il y a les premiers secours avec les pompiers qui vous apprennent les premiers gestes, il y a aussi les premiers secours en santé mentale qui permettent donc de repérer notamment les personnes en situation de fragilité. Alors, c'est très peu développé sur le territoire national. En tout cas, ça commence à l'être et nous, on compte encore continuer pour aller encore plus vite et plus loin sur ce sujet-là, donc sur ces premiers secours en santé mentale, en sachant que ça formait notamment des professionnels, mais on a voulu aussi toucher notamment les habitants. Donc, qui disent habitants sont des parents, ce sont parce que quand on parle de santé mentale, on parle aussi des personnes, de nos seniors. Donc voilà, donc ça a été une belle réussite. Ça coûte très cher, mais quand on a une volonté en matière de santé mentale, je pense que ça n'a pas de prix et on le gagne surtout après. Donc on a eu une projection alors ça on le fait souvent aussi, ce sont des projections de films. On a évoqué, il y a eu le film Les Invisibles. C'est un film qui plaît beaucoup. Où on parle notamment aussi de la condition de la femme. Donc voilà, les perspectives de 2023 dans le cadre du Conseil local de santé mentale, c'est de déployer un nouveau cycle de formation en matière de santé mentale, notamment pour les jeunes. Donc on a vraiment une vraie appétence pour les jeunes. Ce public-là, il nous inquiète beaucoup sur le territoire. Organisation des journées territoriales en santé mentale sur les thématiques de l'adolescence, de l'adulte et des seniors pour ne pas oublier personne en matière de santé mentale. Et on aura une organisation des semaines d'information sur la santé mentale que l'on échelonnera sur l'ensemble de l'année 2023. On a créé au niveau de l'agglomération un comité consultatif des aides qui permet, j'ai clôturé sur la santé mentale, excusez-moi Étienne, je vais peut-être un peu vite. Voilà, on a créé un comité consultatif des aides. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et notamment, c'est une instance qui permet, qui rassemble donc des élus, donc j'en suis la présidente, des professionnels de la santé, émanant des libéraux de l'hôpital, des professionnels du médico-social et l'instance, donc la CPAM et l'ARS qui sont autour de la table. L'idée étant de créer un vrai réseau de partenaires qui viendraient réfléchir sur des actions de prévention santé, de lutter contre la désertification médicale, mais surtout, de par les aides que nous avons instaurées au niveau de l'agglomération, c'est de pouvoir avoir une instance qui vient mesurer la pertinence de l'aide ou pas pour un médecin ou un interne ou un jeune professionnel qui souhaite s'installer. Donc, dans la slide d'après, vous allez voir les aides que nous avons développées dans le premier volet lutte contre la désertification. Vous aviez la bourse de stage qui était accordée aux étudiants en internat de médecine en stage chez des praticiens libéraux de l'agglomération à hauteur de 25 € par jour. Donc, souvent, ça représentait pour eux entre 800 et 900 €. La bourse d'engagement qui est accordée aux étudiants pendant les 3 années d'internat en médecine générale en contrepartie d'un engagement d'installation pour une durée minimale de 5 ans. Le montant s'élevait à 700 € par mois. Et nous avons la dernière aide qui est l'aide à l'installation accordée aux médecins généralistes pour une première installation effective et principale sur le territoire à hauteur de 10 000 €. Donc ça, ce sont des aides incitatives qui devaient permettre notamment à des médecins de venir s'installer, en tout cas, ne serait-ce que par la bourse, ça veut dire s'intéresser au territoire. Et nous devions faire le travail à côté. En 2022, nous avons dû suspendre les bourses de stage car peu d'internes en ont bénéficié et se sont installés à l'obtention de leur diplôme. On s'est bien rendu compte que ce n'est pas l'aspect financier qui fait qu'un médecin s'installe, c'est tout un tout, c'est transversal, c'est l'attractivité du territoire, ce sont les écoles, ce sont l'emploi. Et donc, du coup, oui, ils venaient chercher des bourses de stage. Parfois, on avait même dû cadrer parce que il y avait on avait l'impression que du coup c'était un dû et puis par exemple pour remplir un dossier, faire une demande administrative comme on fait
comme on peut demander à un bénéficiaire du RSA de faire une démarche administrative complète avec un volet administratif à remplir, c'était super compliqué. Donc bon, on l'a enlevé parce que ça représentait pratiquement la moitié du budget qui m'est alloué. J'ai oublié de le dire, il est de 50 000 € pour travailler tous ces sujets en matière de prévention santé. Vous reconnaîtrez que ce n'est pas énorme et qu'on fait très peu pour la santé. Mais par contre, on peut mettre, par exemple, pour une action, alors je n'ai rien contre les kermesses, mais 30 000 € pour une kermesse qui va durer 3 jours. Petit aparté, c'est mon petit coup de gueule de la journée. Voilà. Je vous avais dit qu'en 2014, on avait ouvert un centre de ressources. Donc, effectivement, il y a un centre de ressources en santé publique qui est ouvert aujourd'hui et qui est en partenariat avec l'hôpital de Maubeuge. L'idée, c'est la slide d'après-moi. L'idée, c'est d'avoir ce centre qui s'adresse à tout partenaire professionnel ou associatif qui veut mettre en place une action santé publique auprès des publics qui l'accompagnent. Donc, l'idée, c'est qu'il vient chercher des outils en matière de prévention santé, de développer, ça peut être les centres sociaux. Toute association qui souhaite développer en matière de prévention santé, c'est qui peut trouver, en tout cas chez nous, dans le centre de ressources, et même l'intervention de la personne qui travaille à mi-temps chez nous et à l'hôpital. Donc, des outils de promotion de la santé pour nous permettre de l'animation et surtout aussi accompagner les porteurs de projets dans leur méthodologie de projet. Alors, la santé qui est au cœur du débat de 2020 à 2020, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est 2022, mais non. L'idée, c'était aussi de donner la parole aux habitants. C'est important qu'on puisse aussi entendre leurs attentes en matière de santé. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'on doit faire? Surtout, comment doivent-ils nous orienter? Parce que j'avouerai que depuis que j'ai la santé, puisque je l'ai récupéré en cours de route, c'est un sujet qui me passionne, mais qui est très complexe. Associer ces derniers dans la durée à la future programmation de santé en agissant concrètement auprès d'eux et avec eux, croisement des visions des habitants avec celles des acteurs professionnels et associatifs par le biais des entretiens exploratoires et des questionnaires à large échelle. Donc, on a déployé des focus group au cœur des quartiers et auprès des publics spécifiques en matière d'insertion socio-professionnelle, personnes en situation de handicap psychique. Et donc, est né un grand plan prévention santé qui est né en 2022, mais qui est reconduit en 2023. Alors, l'idée, c'était surtout de promouvoir la santé dans les quartiers prioritaires. Je suis allée alors je travaille étroitement avec une experte de la santé qui est médecin libéral. Je considère que le politique ne peut pas échapper à l'expertise du professionnel. Et donc, nous étions allés à Lille, qui était le premier territoire qui avait reçu le bus du cœur, professeur Clermont-Olivier, qui sillonne la France et qui sillonne notamment les grandes villes comme Marseille, Cannes, Nice, Lille, Paris. Et j'y suis allée au culot, je lui ai demandé son mail et je lui ai fait un état des lieux du territoire, et en lui expliquant l'ambition que j'avais et que notamment que je souhaitais vivement accueillir son bus. Donc, elle a accepté, on s'est parlé longuement et elle a accepté de venir sur le territoire de l'agglomération qui est pas si grand que ça, puisque 126 000 habitants, c'est pas non plus le grand territoire. Et elle ne vient jamais se perdre réellement dans ces petits territoires. Donc, et on en a fait un grand plan prévention qui donc englobe ce bus de la santé. Donc, les objectifs, vous les avez sur l'écran, mais très vite développer la prévention santé, proposer un accès à l'information, favoriser la montée en compétences des professionnels du territoire et faire en sorte surtout de mutualiser les synergies et potentiels existants. On se rend compte encore aujourd'hui que tout le monde ne se connaît pas, que tout le monde ne travaille pas ensemble, alors qu'on est sur le même public, que nous sommes sur les mêmes priorités. On a l'impression qu'il faut prendre tout le monde par la main et devoir ainsi les faire se présenter. Donc, on a réellement aussi des instances de coordination et faire connaître notamment aux jeunes de quartier les possibilités d'orientation en études médicales, paramédicales et médico-sociales pour susciter des vraies ambitions. Il faut savoir que nous avons eu une étude que j'avais financée par le biais de la programmation politique de la ville qui nous avait démontré qu'un grand nombre de jeunes issus des quartiers étaient dans les filières scientifiques avec des résultats de baccalauréat, mention très bien, et qui n'osaient pas aller notamment dans les carrières de médecine. Alors, on est en train d'y réfléchir avec le lycée Pierrefonds qui va ouvrir cette filière. Donc, nous, l'agglomération, nous avons, donc l'année dernière, nous avons porté
un grand forum santé où nous avons réuni à peu près plus de 40 professionnels, une trentaine ou 40 professionnels de la santé, où on vient présenter tous les métiers à la santé, que ce soit de l'aide à la personne jusqu'aux médecins, jusqu'aux chirurgiens, pour permettre à ces jeunes d'ouvrir un peu leur esprit sur les métiers de la santé, la psychologue aussi. Et donc, ça a été un franc succès puisqu'on a eu énormément de jeunes. L'idée, c'est pas de leur dire il faut absolument faire ça, mais ils ont des compétences, pourquoi pas qu'ils le tentent, en sachant qu'on est en train aussi de réfléchir sur des pseudo-bourses qui pourraient permettre de préparer à ces jeunes, notamment le concours de médecine, enfin la prépa médecine en parallèle s'ils intègrent l'année de médecine. Dans le grand plan prévention, vous y retrouverez le parcours du cœur. D'ailleurs, il a lieu samedi matin, enfin samedi toute la journée. C'est un parcours où on réapprend aux gens à marcher avec des sophrologues de la randonnée. Et donc, c'est permettre à des femmes de reprendre un peu soin d'elles, de prendre aussi un peu de plaisir, parce que c'est aussi faire de la marche et au-delà du sport, c'est aussi l'épanouissement, c'est le bien-être. Donc, et l'après-midi, on offre la piscine pour tout public à 1 €, donc ce qui permettra d'avoir un esprit un peu familial aussi l'après-midi. Ce bus du cœur qui reviendra pour la 2e édition, qui est vraiment un gros événement. Je vous invite alors pour ceux qui, à mon avis, j'ai vu des grandes villes, mais ceux qui ne l'ont pas eu encore, je vous invite vraiment à faire la démarche auprès de Claire Monivier, parce que vraiment, c'est quelque chose de formidable. Et ces 3 jours, c'est 3 jours intenses. Alors, on devait toucher 260 personnes, on a touché 294. Et je regrette qu'on n'ait pas pu faire même bien plus. Et donc, c'est vraiment une belle opportunité, une belle expérience. Et j'en suis convaincue, et Claire Monivier m'a convaincue également, c'est qu'on a dû sauver des vies ce jour-là. Je vais vous dire une anecdote très rapide. On a une infirmière qui tenait un stand, une infirmière d'une association qui est partie. Alors, il y avait aussi la mammographie, enfin, il y avait le rendez-vous avec la mammographie, etc., sur la prise en charge de la femme. Il y a une infirmière qui a eu un déclic suite à ça. Elle a tenu des stands, elle a eu un déclic, elle est allée faire un dépistage, une mammographie, et il s'est révélé qu'elle avait une tumeur, et elle a dû faire une ablation dans l'urgence. Donc, elle dit que c'est le bus du cœur qui lui a donné ce déclic. D'ailleurs, elle témoignera à l'ouverture de ce bus du cœur 2e édition. Et donc, le Forum des métiers liés à la santé qui, aujourd'hui, à mon sens, va se pérenniser dans les années, puisqu'il y a un vrai partenariat qui est créé avec le lycée qui va ouvrir cette filière, qui a ouvert d'ailleurs cette filière santé. Le parcours du cœur pour 2023, je ne vous le dis pas puisque je vous ai dit en les grandes lignes. Alors, le bus du cœur, c'est la slide d'après. Vous verrez, hein, c'est alerter, anticiper, agir. Alors, l'année dernière, on avait un grand nombre d'experts santé. Là, il faut savoir que beaucoup nous sollicitent pour pouvoir tenir des stands et surtout faire aussi les examens. Donc, vous voyez, hein, le dessin, je trouve qu'il est vraiment bien fait. En fait, à la fin, il y a l'orientation, mais tout le monde est sur place. Donc, les rendez-vous, par exemple, sont facilités puisque la personne va directement prendre rendez-vous avec le médecin qui lui a été conseillé. Donc, voilà. Vous voyez, 220 femmes, nous, on en a touché beaucoup plus, 274 qui ont été dépistées. C'est la slide d'après. Donc, c'est la photo du territoire, hein, celle-ci. Ça a été vraiment 3 moments à la fois émouvants. Donc voilà, des partenaires qui ont été 51 mammographies, hein, qui ont quand même été. C'est la slide d'après, Étienne. Voilà, 51 mammographies qui ont pu être programmées par le centre d'imagerie. Donc, on a un vrai suivi, hein. C'est-à-dire que nous, on accompagne aussi les gens. S'il faut les ramener, on a acquis des bus, on les ramène, hein. On va vraiment jusqu'au bout de cet accompagnement. Il y a eu 102 femmes qui ont été inscrites à un vrai bilan de santé et 88 ce jour-là, enfin, sur ces 3 jours, 88 mises à jour de carte vitale. C'est quand même assez criant, je trouve. Ça veut dire que jusqu'à ce qu'elles viennent à ce bus du cœur, en matière de droit, elles n'étaient pas à jour. C'est dire dans les quartiers notamment quelle est la priorité de la santé pour ces femmes. Quand je vous dis qu'on a réellement sauvé des femmes, en plus de l'exemple que je vous ai donné, on a eu je pense que réellement, on a sauvé des vies. Enfin, alors,
On a la deuxième édition qui arrivera le 13, 14, 15 septembre. Si vous souhaitez venir, je vous accueillerai avec grand plaisir. N'hésitez pas. Donc là, on a toujours 220 femmes qui vont être ciblées, donc qui émaneront des quartiers politiques de la ville, de la ruralité, qui seront en précarité et vulnérabilité. Donc on travaille un peu avec tout le monde, hein, les CCAS, les gens que nous connaissons, nous, dans le cadre des associations. On va les chercher. Donc vous voyez, la durée du parcours, 1h20, entretien un dictologue. Donc, reconduction du village chanté, ça c'est bien, parce qu'en plus de ça, pour attirer les gens, on avait les pharmaciens qui nous avaient offert des goodies, des petits produits de soins, des produits de crème, etc., etc. Donc, les femmes, elles repartaient toutes avec des petits sachets, elles avaient pris ça, un crayon. Et donc, ça, elles sont donc obligées de faire le tour du village chanté pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des petits goodies qui leur sont donnés. Alors, derrière, c'est le forum des métiers, mais je voulais très rapidement évoquer. Donc, c'est partie prenante du grand plan prévention santé. Il est co-construit avec le comité consultatif des aides. Donc, tout ce que je fais, il faut le savoir, je ne prends pas la décision seule ou alors qu'avec le docteur avec lequel je travaille, de Sabrina. Je le fais avec le comité consultatif, c'est-à-dire que quand j'ai des propositions de projets, je les soumets à l'ensemble des élus, des associations, et c'est elles qui me disent, c'est l'ensemble du comité qui me dit on y va pas, on apporte notre aide, le centre hospitalier, pour pouvoir avoir l'adhésion, parce qu'on sait que ce sont des sujets souvent qui fédèrent sur le papier, mais qui ne fédèrent pas quand il faut participer. Donc là, les modalités, on l'a fait au mois de décembre. Les objectifs, c'est permettre à des jeunes de découvrir les filières. On a eu 424 élèves, 6 lycées avec 296 élèves. Et ça a été, alors j'avais souhaité, ça c'était quelque chose que je tenais absolument, c'était de permettre aussi à des parents, donc il y a eu le vendredi matin qui a été destiné aux parents, soit d'accompagner leur enfant et de venir au village chanté pour qu'il puisse évoquer avec lui son orientation. C'est toujours important. Et nous avions donc la possibilité, les parents avaient aussi la possibilité de venir tout seuls et de venir voir un peu ce qui se passait, de poser des questions si par exemple leur enfant ne souhaitait pas les accompagner. Donc c'était parce que en plus de ça, on peut être parent et vouloir reprendre des études de santé, infirmière, aide-soignante. Et donc c'est aussi l'idée de leur donner aussi cette envie. On a une action, mais je vais très vite, qui est très mignonne, c'est l'Opimuse. Donc, c'est une prestation de musicothérapie en néonatologie au centre hospitalier de Maubeuge. On a une intervenante de l'association Ardoki qui est musicothérapeute et psychologue. Donc, elle intervient tous les mardis après-midi auprès des bébés, mais aussi auprès de leurs parents. Il y a une intervention musicale, une relaxation sonore par le biais du toucher, l'enveloppé. En moyenne, c'est 5 enfants et leurs parents qui sont vus sur l'après-midi. Donc, c'est quand même un chiffre assez intéressant. La musicothérapeute, donc, elle est intégrée à l'équipe soignante. Elle apporte une plus-value dans le projet des soins de développement. Un lien de confiance est construit avec les parents. Il y a des dates qui sont fixées sur tout le long de l'année. C'est gratuit pour tout le monde, mais ça coûte 10 000 € à l'agglomération. Mais ce n'est pas grave. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci en tout cas, je ne sais pas si je suis allée trop vite. Ah, le soutien aux associations. Ouais, alors le soutien, c'est vrai que le soutien aux associations, il est très important. Allez-y, Étienne, c'est vrai. Aujourd'hui, l'agglomération, elle soutient plusieurs associations et vous voyez les montants. Donc, Étincelle de la Sambre, qui est une association qui vient en aide aux personnes atteintes de cancer ainsi qu'à leurs proches. Donc, c'est une association qui est très dynamique, qu'on subventionne à hauteur de 6 000 €. On a le sport santé Sambre-Avesnois, donc c'est 5 mois de réhabilitation physique pour les personnes ayant une maladie chronique. C'est 2 000 €. Et je crois qu'il y en a encore derrière parce que j'ai pas le. Voilà, je me disais bien, on n'en a pas beaucoup justement en matière de santé. En tout cas, merci de votre écoute et je suis à votre disposition entièrement pour celles et ceux qui souhaitent avoir des informations après, en tout cas, cette séance de travail. Merci à vous, Nadia. Hein, c'était vraiment très, très intéressant. On se disait avec Véronique par WhatsApp interposé.
comme quoi ceux qui pensent que les agglomérations ne peuvent pas avoir de compétences santé, ne peuvent pas faire des choses, ben évidemment, c'est tout faux. Alors, c'est vrai que ça a beaucoup changé hein, dans les dernières années. Avant, les agglos ne s'intéressaient pas à ces sujets-là. Et puis maintenant, on a des agglos avec des délégués à la santé, hein, comme vous êtes. Moi, j'y suis aussi dans mon agglomération Grand Paris Sud, Seine-et-Saône-Sénart, c'est-à-dire Essonne, Seine-et-Marne, 400 000 habitants, 23 communes, mais j'avoue que je fais beaucoup moins que vous. Je vais sur beaucoup moins de champs. Moi, j'avais 2 questions avant de passer la parole à la salle, bien sûr, visio, pour d'autres questions. Vous avez parlé de votre budget au niveau de l'agglo de 50 000 €. Et peut-être que je n'ai pas bien entendu, mais vous avez du personnel administratif pour vous aider. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, comment vous faites la relation, vous en avez peu parlé, aux autres élus santé des communes qui composent l'agglo? Enfin, moi, j'en ai 23, j'ai un groupe, etc. On travaille ensemble, mais comment vous gérez les autres élus? Alors, je vais reprendre la première question. J'ai aujourd'hui dans le service, donc le DGA qui chapeaute le service santé avec une chef de service, et j'ai une personne au contrat local de santé et une personne au contrat local de santé mentale et au contrat local de santé. Voilà. Donc, il y a 2 personnes, mais des postes sont financés par l'ARS. Donc, ce qui permet à l'agglomération d'avoir un coût amoindri, à l'agglomération du moins de par le coût de la participation de l'ARS d'avoir un coût amoindri. Nous avions un médiateur santé, ils l'ont enlevé, c'est une faute de budget. Ce qui veut dire que moi, j'ai souhaité qu'on puisse mettre en place des ambassadeurs santé, donc on forme des ambassadeurs santé. Ils sont une petite trentaine sur le territoire, où dès qu'il y a des actions de prévention ou de la communication à faire passer au niveau des quartiers ou au niveau des communes, c'est les médiateurs santé aujourd'hui qui m'aident. Vous parlez qu'on sait faire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent faire, c'est les moyens qu'on nous donne pour faire en matière de prévention santé. Après, il y a l'ambition aussi politique, hein, parce que la santé, elle avait été travaillée bien avant moi par un médecin qui voyait soin. Et donc, du coup, on n'est pas du tout sur la même, vous prenez son programme et vous prenez le mien. Après, moi, j'ai la chance d'avoir un regard, je vous ai dit, un médico-social, puisque je suis à l'aide sociale en France avec des problématiques que je retrouve, que je travaille d'ailleurs, d'où les priorités aussi que je mets sur le territoire. Et comment je travaille avec les autres élus. Alors, il y a très peu d'élus à la santé sur le territoire. Je pense qu'il y en a un sur la ville de Maubeuge, avec lequel nous sommes en discordance totale. À la fois, alors ouais, parce que c'est l'agglomération qui en a la compétence, qui veut dire, entre guillemets, qui est normalement chef de file en matière de santé. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Et en fait, la commune fait un peu ce qu'elle veut. Elle traite des sujets qu'elle veut. Et donc, c'est un peu compliqué. J'associe souvent, notamment sur la désertification médicale, la commune, mais à la fois le maire ou la personne qui est en charge de la santé participe pas ou des choses comme ça. Donc, c'est super compliqué. Donc, je ne vais pas vous dire que je bosse bien avec eux. Ils sont souvent ils sont toujours invités, mais ne répondent jamais présents. Par contre, inversement, quand on m'invite, mais quand on ne m'écarte pas des projets, je le fais, je le suis. Alors, il faut savoir que l'ARS a tapé du poing. On avait fait parce qu'elle l'a pas indiqué la secrétaire, mais il y a une secrétaire, en fait, je vais vous dire, dans le service. On avait fait un forum qui avait duré 3 jours, où on avait parlé du bien manger, où on avait fait venir des agriculteurs. Les gens repartaient avec des légumes de saison. On avait un cuisinier qui avait appris à des personnes en situation de fragilité économique comment on peut cuisiner moins cher avec les légumes de saison. Et par exemple, ils ont fait le même avec des ballons gonflables. Ah oui, non, mais c'est difficile. C'est difficile. Après, très clairement, moi, je l'ai dit à Véronique quand on s'est longuement parlé, la santé, ça n'était pas. Il y a un versant de la santé qui n'est pas une priorité réellement sur le territoire, qui ne l'a jamais été. On a toujours parlé santé d'un point de vue plutôt économique, il faut faire des économies sur l'hôpital, etc., etc. Aujourd'hui, on se rend compte que le territoire va mal, c'est-à-dire que les gens vont mal, l'état de santé de notre territoire va mal. Les gens sont en souffrance psychologique, mentale, parce que je n'ai pas la compétence d'un psy pour le dire, mais on a des gens qui arrivent avec des maladies, des pathologies tellement dégradées, même avant la désertification médicale. Moi, j'étais travailleur social dans les quartiers.
la priorité du soin était la dernière. On va d'abord savoir comment on va se loger, comment on va nourrir les enfants. Et on est sur un territoire aujourd'hui en termes de fragilité socio-économique, plus, avec un territoire qui est très excentré, qui est très enclavé, et donc du coup avec des problématiques qui sont aujourd'hui très prégnantes. Je parle d'alcool. Alors, tout à l'heure, je faisais une petite boutade avec la kermesse de la bière. Bah oui, parce que le jour de la kermesse de la bière, pendant 3 jours, il y a une kermesse de la bière. Et par exemple, les magasins Intermarché ou d'autres magasins, alors je ne devrais pas faire de la pub, mais mettent par exemple moins 20% sur toutes les bières, alors qu'on sait qu'on est sur un territoire où l'alcool est un fléau. Enfin, moi, je me bats contre cette image-là. On a, en plus, dans le Nord, je ne vais quand même pas vous le dire, mais on a cette image-là, et du coup, vous voyez, il y a certains élus, quand ils mettent des choses en place, ne réfléchissent pas réellement santé, réfléchissent plutôt économie. Donc moi, ça me sidère. Et donc voilà, donc il n'y a qu'une grande commune de 30 000 habitants, qui est la ville centrale, qui a un service santé, qui a une personne qui est infirmière. Voilà, c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Ok, merci pour vos réponses. Alors, est-ce qu'il y a sans doute, j'imagine, des questions de la salle? Alors, sans faire trop long non plus, parce qu'on a d'autres intervenants derrière, mais en même temps, c'est passionnant, donc c'est difficile de ne pas laisser la parole. Alors, allez-y. Qui a levé sa petite main? Je ne vois pas, mais ça va peut-être… Ah si, Cathy, Saint-Denis. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup et c'était très intéressant, très inspirant. Moi, c'était pour partager une réflexion un peu sur la question des échelles et des nombres d'habitants et des configurations du nombre de communes pour porter notre réflexion justement sur plus-value de remonter des compétences santé à une échelle territoriale versus bloc communal, etc. Ce que vous avez présenté effectivement là sur cette communauté de communes avec, c'est ça, 43 communes, 150 000 habitants, la ville-centre, 30 000 habitants avec Maubeuge, je crois que ces chiffres-là, ils parlent d'eux-mêmes pour comprendre à quel point c'est pertinent de travailler au bassin de communautés d'agglo. Parce que 150 000 habitants, ça reste une dimension qui permet d'être sur un bassin de vie et de travailler avec des acteurs en commun où c'est pertinent. Et donc, pour faire le lien, moi, avec je suis en Seine-Saint-Denis donc la configuration en Île-de-France, ce sont des établissements publics territoriaux, donc des EPT. Et donc moi, je suis sur Plaine Commune où on a fait émerger aussi une délégation santé que j'assure. Et donc, on a seulement 9 villes avec 450 000 habitants et donc Saint-Denis où je suis élue, qui est la ville-centre de 115 000 habitants. Mais il y a aussi d'autres villes, Aubervilliers, 90 000 habitants, etc. Et donc, on voit bien que dans des configurations comme ça, différentes de l'exemple qu'on vient d'avoir, on a un bloc communal qui, en tant que tel, porte une vraie dimension déjà assez compliquée à fédérer les acteurs. Et donc, on voit bien que la réflexion sur qu'est-ce qui peut être à un niveau territorial, elle se pose différemment quand on doit penser une coordination et qu'on passe à des échelles de 400, 450 000 habitants. Et donc, on voit bien qu'en tout cas, on a des acteurs, nous, souvent, pour tout ce qui est CLSM, CPTS, contrats locaux de santé, qui nous parlent d'un besoin de garder quand même une échelle. Et d'ailleurs, dans le livre blanc santé qu'on avait travaillé au niveau avec la MIF, il y avait ça qui était ressorti. Et donc, je pense probablement la réflexion sur les compétences, faudrait peut-être qu'elle reste à géométrie variable, partant de la réflexion sur le nombre d'habitants, le nombre de QPV, les besoins territoriaux et trouver à faire remonter des compétences territoriales là où on a une vraie plus-value et un besoin d'ingénierie ou d'expertise qui est largement supérieur en mutualisant, mais le bloc communal me paraît à des échelles de 100, 150 000 habitants plus pertinent pour embarquer les dynamiques, notamment de réseau, de travail ville-hôpital, de CPTS. Voilà, donc c'était
ma petite contribution. Merci. Merci Véronique, beaucoup, Véronique. Cathy. Justement, on évoquait ça en bureau ESPT en disant qu'en 2024, on voulait vraiment consacrer du temps à travailler sur le territoire pertinent. Voilà, donc on reviendra vers vous. Agnès, si tu veux bien, on va garder à la fin. De toute façon, il y aura un deuxième épisode sur ce thème parce qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, à échanger. On va passer, Agnès, et que tu nous en excuses, la parole à François Forchet. François, qui est un de nos fidèles membres du réseau ESPT, vice-président délégué à l'action à la cohésion sociale de la communauté d'agglo Loire-Forez. Et François, on te passe la parole. Merci beaucoup en tous les cas. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc nous, pour vous faire un peu un topo sur notre territoire, on est une communauté d'agglo de 110 000 habitants qui représentons un quart du département. La plus grosse commune doit avoir 13 000 habitants, une deuxième à 10 000 et après on tombe à 7 000 et on a 87 communes, dont 53 qui ont moins de 1 000 habitants. Voilà pour vous situer notre territoire. On est proche de Saint-Étienne et la plus au nord, on est à mi-distance entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, donc Massif central. Voilà, on va faire cette présentation un peu à deux voix avec Estelle Santerre, qui est notre coordinatrice du contrat local de santé au niveau de notre agglo. On a mis en place ce contrat local. Alors, je ne sais pas si on peut avoir le diapo, si vous l'avez eu, vous. François, je ne crois pas qu'on l'ait eu, nous. Étienne, vous avez reçu un dernier? Je n'ai pas reçu de diapo, mais vous pouvez le partager normalement. Oui, vous pouvez partager. François, c'est possible de partager. Il suffit de choisir en bas le partage d'écran. Laissez ça à notre coordinatrice. Donc Estelle, si vous vouliez vous présenter déjà, ça serait bien. Oui, bonjour. Donc, je suis Estelle Santerre, coordinatrice du contrat local de santé et du conseil local de santé mentale pour l'agglomération. J'essaye de vous partager le diaporama. Ça fonctionne, c'est tout bon. Donc nous, l'idée, comme tout le monde, c'est vraiment de répondre aux besoins de santé pour nos habitants. Alors, on n'a pas une configuration comme celle qu'on vient d'entendre. Nous, le chef de file reste quand même le département. Donc, on s'est vraiment concentré sur des actions, mais aussi sur beaucoup de coordination pour ce qu'on vient d'écouter. Alors moi, par contre, contrairement à beaucoup d'entre vous, je ne suis pas du tout un professionnel de santé. Voilà, ça resitue un peu la chose. Donc, nos partenaires pour signer ce contrat local de santé, c'est un peu tous, on a un peu tous les mêmes, en sachant qu'on vient d'avoir très récemment une CPTS qui s'est formée sur notre territoire. Donc, maintenant, ça va devenir un de nos acteurs aussi primordiaux. Un CH, on n'en a qu'un seul sur notre territoire, et puis après, tous les partenaires institutionnels. Donc, la durée, sur 5 ans, comme tout le monde. On a eu un contrat local de santé antérieur qui a pris fin donc, en 2021. Là, on s'est réinterrogé. Alors, pour se réinterroger, on a fait le tour des 87 communes en réunion de secteur pour être un peu au plus proche des besoins de nos habitants. On a fait cette première démarche-là et aujourd'hui, on vient de finaliser la signature de notre contrat local de santé. Donc, on est parti pour notre nouveau contrat local de santé. L'idée, c'est toujours la même, c'est de créer une dynamique territoriale autour du thème de la santé, la création du comité local de la promotion de santé, vraiment ce poste de coordination qui est très, très important pour éviter justement de faire un peu chacun de son côté, un peu des fois les mêmes choses et de ne pas avoir une vision plus globale de ce que tout le monde fait. Et forcément agir pour un accès à la santé et aux soins pour tous nos habitants, en sachant que nous, dans notre contrat local de santé, l'idée n'est pas d'amener du soin, parce que ça ne va pas être notre métier, on n'a pas forcément les compétences, mais c'est vraiment de travailler sur un aspect de prévention et de coordination. On peut passer
À la suivante. Donc, les thématiques abordées dans ce acte de prévention, elles sont toujours un peu toutes les mêmes, c'est-à-dire la sensibilisation en santé mentale, valoriser ce pouvoir d'agir des habitants en les impliquant réellement. Une thématique qui est un peu prégnante sur notre territoire, c'est le suicide, donc une prévention du suicide accrue. Promouvoir l'éducation en santé, environnement aussi. Alors ça, c'est des axes qu'on travaille, qu'on met en place avec aussi les autres services de notre agglo. On a un service promotion PAT, programme d'alimentation territoriale. On a un domaine sur tout ce qui est environnement, sur l'habitat. Donc, l'idée aussi, c'est de travailler avec tous les services au sein de notre agglo, pas de rester tout seul dans notre coin. Et on se rend compte que ce n'est pas si facile que ça, même en interne. On en a parlé dernièrement avec Estelle, et c'est vrai que maintenant, au bout d'un an, on commence à arriver à mettre une dynamique ensemble. Donc, des habitants, forcément au cœur de leur santé, la promotion de l'activité physique, la sensibilisation sur des dépistages, et enfin un plan d'action de prévention à destination des publics les plus vulnérables, les personnes en situation de handicap, ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure aussi, les conduites à risque, notamment avec l'alcool. Je crois qu'on a tous un peu le même problème. Et favoriser le bien vieillir, en sachant que nous, on a aussi une population qui devient vieillissante. On est comme sur tout le territoire, et c'est un sujet forcément qui devient de plus en plus compliqué. Donc, en termes d'action, je vais laisser la parole un peu à Estelle. Je ne vais pas monopoliser toute la parole. Elle a été au cœur de ces actions. Donc, Estelle, je vous laisse un peu présenter ces actions. Dans le cadre de tout ce qui est sensibilisation mentale, on utilise notamment beaucoup les semaines d'information sur la santé mentale, à la fois pour faire de l'information grand public et en même temps pour permettre aux personnes qui sont atteintes de maladies psychiques, qui sont en situation de handicap, de pouvoir se rencontrer entre elles, entre personnes de différentes structures, et puis qu'elles puissent rencontrer le grand public pour pouvoir parler de leur vécu. Et là, par exemple, la photo que je vous ai mise, c'était une marche organisée l'année dernière. C'était une marche en forêt qui était ouverte tout public et où on avait prêté attention pour qu'il y ait au moins un tiers de personnes en souffrance psychique, un tiers de personnes en situation de handicap et un tiers de personnes tout public. Et on s'est rendu compte que finalement, arrivé dans la forêt, pour expérimenter les ressentis dans la forêt, on était tous à égalité, et là où au départ les gens pouvaient être un peu méfiants les uns vis-à-vis des autres, à la fin, toutes ces personnes avaient du mal à se séparer. Au niveau de tout ce qui est sensibilisation et prévention des passages à l'acte suicidaire, donc il faut savoir qu'on a un taux de suicide de 16,6 pour 100 000 habitants sur l'ensemble de l'EPCI. Et donc, on intervient à différents niveaux. Il y a tout ce qui est information des habitants au numéro d'appel, soit les numéros d'appel pour avoir un soutien, que ce soit pour la personne concernée, pour ses proches, pour les professionnels. Le site internet qui a été mis en place par l'ARS au niveau de la région pour avoir les différents lieux ressources au niveau régional. Et puis, il y a l'IREPS qui, avec un financement ARS et les centres hospitaliers, avec des psychiatres et du personnel hospitalier spécialisé, proposent des formations pour les professionnels pour le repérage et la prévention du suicide. Donc, il y a 3 types de formations spécifiques. Et nous, au niveau de l'agglomération, notre rôle, c'est plutôt de participer à l'organisation de ces sessions de formation et de diffuser l'information de manière ciblée aux professionnels qui peuvent potentiellement être intéressés. Et là, cette année, il y a eu notamment des formations plus spécifiques pour les professionnels qui interviennent auprès des jeunes, des adolescents. Il y a eu des formations plus spécifiques pour les professionnels qui interviennent auprès des personnes âgées, et notamment auprès des personnes âgées isolées, parce qu'on a quand même un taux de suicide chez les personnes âgées isolées qui est relativement important. Et puis là, cette année, en 2023, il y a un nouveau repérage qui a été mis en place,
Et donc, il y a une nouvelle session qui a été ouverte pour les professionnels qui interviennent auprès des publics très vulnérables, en grande difficulté, parce qu'on s'est rendu compte que le taux de suicide augmentait très fortement ces dernières années chez ces personnes-là. Après, au niveau de tout ce qui est santé-environnement, donc on a mis en place une grosse action d'éducation à la santé-environnement en lien avec la direction de l'environnement et de l'économie circulaire. Donc, du coup, cette action est portée par le directeur de l'environnement. Et il y a eu donc d'abord la mise en place avec l'ARS de thématiques prioritaires sur le territoire en fonction du diagnostic qui avait été fait dans le cadre du contrat local de santé pour repérer les thématiques qui nous semblaient les plus importantes à aborder en termes d'éducation à la santé-environnement avec les enfants du territoire. Ensuite, il y a eu une mise en lien avec les associations qui interviennent dans le cadre de l'éducation à la santé-environnement et une répartition géographique, parce que sur 87 communes, toutes les associations n'interviennent pas sur l'ensemble du territoire. Et à la suite de ça, un catalogue de propositions d'action a été élaboré par la direction de l'environnement et il a été diffusé dans toutes les écoles, dans tous les collèges et dans les lycées, mais plus spécifiquement pour certaines classes de lycée, en fonction des objectifs éducatifs et pédagogiques qui étaient envisagés. Donc, du coup, on peut dire que cette action-là spécifiquement, elle touche toutes les écoles du territoire, tous les collèges et certains lycées. Et donc, elle a commencé en septembre 2022 et elle va continuer jusqu'en décembre 2023. Ensuite, donc, c'est donner de l'information pour bien manger avec le projet alimentaire territorial. Alors, il est en cours d'élaboration, ce projet alimentaire territorial. Il y a eu d'abord un recensement avec tous les acteurs de la fourche à la fourchette qui a été fait. Ensuite, il y a eu tout un travail avec les élus locaux du territoire. Et actuellement, on est dans la phase d'élaboration des fiches actions pour essayer de promouvoir une alimentation saine et locale qui soit accessible à tous. Et ça va autant de l'intervention dans le cadre des 1000 premiers jours de l'enfant jusqu'aux personnes âgées en passant par toutes les tranches d'âge. Ensuite, toujours en lien avec différents services de l'agglomération, il y a tout ce qui est donner de l'information pour lutter contre les invasifs nuisibles à la santé. Donc, au niveau des ambroisies, par exemple, c'est en lien avec un collègue qui est technicien rivière et l'association Fredon pour proposer des formations à la fois aux élus municipaux et aux agents des communes. Donc, c'est des formations pour apprendre à reconnaître ces végétaux et apprendre à gérer ces végétaux-là pour éviter qu'ils ne se reproduisent trop au vu des problèmes de santé qu'ils peuvent créer. Et il y a de plus en plus de problèmes de santé ORL sur notre territoire, notamment en lien avec ces végétaux-là. Au niveau de tout ce qui est prévention des tiques, ça se fait en lien avec l'IREPS et l'ARS, et puis une association locale qui propose des formations directement dans la nature pour apprendre notamment à comment s'habiller pour éviter de trop attirer les tiques quand on est en extérieur et en même temps que faire quand on repère une tique sur soi pour limiter au maximum les problèmes de santé liés à ça. Dans le cadre des moustiques tigres, c'est également en lien avec l'IREPS et l'ARS, où là, il y a eu notamment des outils pédagogiques qui nous ont été mis à disposition pour pouvoir proposer des interventions dans les accueils collectifs de mineurs l'été dernier. Et au niveau de tout ce qui est chenilles processionnaires du chêne et du pin, on est en train de travailler, donc là, avec la direction de l'environnement, de la biodiversité, pour voir comment est-ce qu'on peut faire des propositions d'action aux communes sur ces thématiques-là. Pour tout ce qui est promotion de l'activité physique, il y a la proposition d'ateliers sport-santé. Donc, avec le comité départemental olympique et sportif de la Loire, dans l'agglomération finance des ateliers de gymnastique
d'activité physique relativement simples. Et les piscines communautaires organisent, elles, des ateliers sport-santé aquatique. Donc, c'est à chaque fois pour des personnes de plus de 65 ans ou ayant des affections longue durée, ou alors des publics très vulnérables socialement. Ensuite, au niveau de tout ce qui est information et sensibilisation sur les dépistages organisés, donc ce sont des actions de prévention qui sont proposées notamment par la CPAM. Il y a notamment l'examen de prévention santé qui est totalement gratuit, qui dure 3 heures. Du coup, il y a la possibilité d'organiser des rendez-vous de manière collective pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer de notre territoire jusqu'à la ville de Saint-Étienne où se trouve le centre d'examen. Mais il y a aussi, par les France Services du territoire qui sont portés par l'agglomération, de l'accompagnement à la prise de rendez-vous sur Doctolib pour pouvoir avoir accès à cet examen de prévention santé. Et puis, il y a tout ce qui est diagnostic précoce des cancers, où là, on est en train de travailler avec la CPAM, la MSA, sur l'ensemble du territoire pour proposer des journées de prévention qui soient dans une démarche d'aller vers. Après, tout ce qui est information et sensibilisation sur les conduites à risque. Donc là, au niveau de l'image, je vous ai mis plein de choses parce qu'en fait, à l'heure actuelle, sur le territoire, pour tout ce qui est conduite à risque, l'idée, c'était de ne pas faire des choses spécifiquement sur une addiction, mais plutôt d'aborder les addictions de manière beaucoup plus générale et notamment travailler sur les compétences psychosociales pour apprendre aux jeunes à savoir dire stop, que ce soit du coup aux addictions, mais également à la radicalisation et à toutes les attitudes qui peuvent du coup être ensuite néfastes à la santé. Et pour finir, c'est favoriser le bien vieillir. Donc, je vous ai mis comme exemple d'action la capitalisation de tout ce qui existe en faveur des personnes âgées en perte d'autonomie ou dépendantes pour la création d'un guide des aînés et des aidants. Donc, on a eu sur le territoire une charte des aînés qui était portée par la MSA sur une partie du territoire, sur la partie nord-ouest du territoire, sur 10 communes rurales. Et dans ce cadre-là, un guide des aînés et des aidants a été mis en place pour informer les familles et les personnes concernées. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment un document extrêmement intéressant et très utile parce que beaucoup de ces personnes n'ont pas forcément accès à Internet pour pouvoir aller sur le site du département et avoir les informations. Et donc, dans ce cadre-là, l'agglomération a fait le choix d'étendre ce guide sur l'ensemble du territoire. Donc, on est en train de progressivement récolter l'ensemble de ce qui existe sur le territoire pour pouvoir compléter ce guide pour l'ensemble de l'agglomération. Je vais peut-être arrêter le partage d'écran. Oui, après on peut laisser. Pas de souci. Donc voilà, pour tout ça, pour dire que notre contrat local de santé, même si, voilà, moi je suis pas du tout professionnel de santé, on peut tout à fait faire des choses et sensibiliser nos communes. Alors c'est vrai que c'est un travail de fond, on est vraiment dans un aspect de prévention, et je crois que notre force en fait, c'est de travailler avec tous nos services qui existent déjà et de ne pas mettre la santé dans une seule thématique santé et que vraiment ça touche tous les domaines. Et on n'a pas parlé là de l'habitat, mais il y a aussi un gros volet habitat. On a face aussi, je pense, comme tout le monde, à de l'habitat insalubre. Et là, on touche aussi directement des problèmes de santé liés à cet habitat-là. Voilà, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, si on est à votre écoute. Alors, Véronique, on est maître du temps et des horloges. Tu nous dis où on en est du temps? Il est 13h13, donc on va déjà avec Christine, je pense, un tout petit peu déborder. François et vraiment tous les deux pour ce duo. Merci beaucoup. Ce que je vous propose avec Daniel, ce qu'on vous propose, c'est de mettre sur le chat vos questions. On pourra éventuellement donc à la fin essayer de les globaliser. Et on va passer la parole à Christine Catarino qui va… Alors Christine, ça va être encore tout à fait une autre
une autre présentation avec une superbe méthode qu'a mis en place la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Donc, Christine est conseillère communautaire missionnée à la santé environnementale. Merci, Christine. Et c'est Étienne qui va partager l'écran pour la présentation. Je te laisse introduire, Christine, ta présentation. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette invitation à présenter quelques actions de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise en matière de santé environnementale, puisque je vais essentiellement vous parler de santé environnementale. En guise d'introduction, j'aimerais, comme mes prédécesseurs, vous dire quelques mots, quelques caractéristiques, vous présenter quelques caractéristiques de la communauté d'agglomération dite CACP. Alors, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise est composée de 13 villes, dont 12 se situent dans le Val d'Oise et une dans les Yvelines, la ville de Moureux. Alors, la présentation n'apparaît pas. Elle arrive. D'accord, super. Donc, le nombre d'habitants s'élève à 213 000 en 2021. La population est très jeune, puisque 26% de la population a moins de 18 ans. Une des caractéristiques de cette agglomération est que l'on parle souvent de villes à la campagne. 44% du territoire est composé d'espaces naturels et on parle à la fois de villes urbaines, puisque des villes comme Cergy présentent une population de à peu près plus de 60 000 habitants. Et nous trouvons aussi des villes comme Boison, par exemple, qui représentent à peu près 800 habitants. Donc, on a sur ce territoire des villes plus urbaines et des villes plus rurales. Il existe également des industries sur ce territoire, notamment 3 filières, la filière aéronautique, la filière automobile et la filière cosmétique, qui sera d'importance pour ma présentation. C'est également un pôle d'enseignement en Île-de-France, un pôle d'enseignement supérieur en Île-de-France. Et la communauté d'agglomération s'est dotée de plusieurs plans. Un plan climat, air, énergie territoriale qui date de 2011, un plan de prévention du bruit dans l'environnement, un projet alimentaire territorial en coopération avec le PNR du Vexin, qui est un territoire rural qui jouxte notre territoire. La communauté d'agglomération a présenté un projet de territoire qui englobe beaucoup de ses politiques publiques. Elle a également mis en place une feuille de transition écologique qui regroupe ses actions en matière de transition écologique, comme son nom l'indique. Et nous n'avons pas pris la santé comme compétence. En revanche, il y a eu une volonté politique de mettre sur place une mission en santé environnementale, et donc j'ai l'honneur d'essayer de mener à bien cette mission. Pour information encore, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a adhéré à plusieurs organisations qui luttent contre les risques environnementaux, notamment Bruit Parif et le réseau Île-de-France Santé Environnement, autrement appelé le réseau ISE. La slide suivante, s'il vous plaît, Étienne. Je vais donc vous parler plus particulièrement des perturbateurs endocriniens, de la lutte de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et des villes qui la composent contre les perturbateurs endocriniens, d'une action de sensibilisation au bruit et plus particulièrement à la musique amplifiée. Et si j'ai le temps, car le temps court, je vous dirai quelques mots relatifs à la charte d'aménagement durable favorable à la santé qui n'a pas encore été validée politiquement. Slide suivante. Donc, premièrement, nos actions en matière de lutte contre les perturbateurs endocriniens. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure en guise d'introduction, nous avons une population jeune et c'est d'importance pour ce que je vais vous dire maintenant. Car, pour rappel, les perturbateurs endocriniens sont ces substances chimiques qui s'attaquent à nos hormones, qui créent tout un cortège de maladies. Et ces perturbateurs endocriniens ont une spécificité qui est que, contrairement à d'autres substances toxiques, ce n'est pas la dose qui fait le poison. Autrement dit, les perturbateurs endocriniens peuvent avoir des effets plus délétères à faible dose qu'à forte dose. Ce n'est pas la dose qui fait le poison, c'est le moment, la période d'exposition qui est importante pour comprendre les effets délétères des perturbateurs endocriniens. Or, les perturbateurs endocriniens ont des effets délétères principalement pendant la grossesse, la petite enfance
et l'adolescence. Donc le fait que nous ayons sur le territoire beaucoup de jeunes est très important pour nous et il nous a semblé donc important de mettre en œuvre une politique de lutte contre les perturbateurs endocriniens puisqu'elle vise particulièrement une grosse partie de notre population. En octobre 2022, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise ainsi qu'une majorité de villes composant l'agglomération a signé la charte Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens qui est promue par le réseau Environnement Santé. Une des opérations mises en place est l'opération Zéro Phtalate, dont je vais vous parler plus particulièrement. La communauté d'agglomération a également diffusé une brochure informative qui a été réalisée par la région, le réseau Environnement Santé et le laboratoire Kudzu. Nous avons repris cette brochure que nous avons diffusée essentiellement auprès des cabinets médicaux, mais également au sein des différentes administrations de nos villes, des villes qui composent la communauté d'agglomération. En 2023, nous avons également compilé des clauses environnementales anti-perturbateurs endocriniens. Ces clauses portent essentiellement sur les fournitures de bureaux, sur le matériel informatique et sur les produits d'entretien. Ce clausier anti-PE a été diffusé auprès des communautés qui composent la communauté d'agglomération et auprès de certains partenaires comme la CPAM du Val-d'Oise. Nous avons également élaboré une charte des achats responsables qui n'a pas encore été validée politiquement, et cette charte mentionne explicitement la question des perturbateurs endocriniens. Donc nous espérons intégrer dans nos achats responsables dans les prochains mois la question des perturbateurs endocriniens. Ensuite, nous avons été sollicités par un enseignant qui nous a demandé de proposer aux étudiants de l'ESSEC, de l'école de commerce de Cergy-Pontoise, un sujet d'étude. Et nous avons proposé le sujet suivant. Nous avons demandé aux étudiants de nous aider à créer et à structurer une filière de substitution au plastique sur notre territoire. Le sujet était trop large et les étudiants ont proposé de travailler sur la question de la substitution du plastique, la substitution au plastique dans la restauration collective. Quelques mots donc sur l'opération Zéro Phtalate. En quoi consiste l'opération Zéro Phtalate? C'est une opération réalisée dans les lycées de la région d'Île-de-France et il a été proposé aux lycéens volontaires de porter un bracelet en silicone permettant de mesurer la contamination, ici en l'occurrence aux phtalates, qui sont une famille de perturbateurs endocriniens dont la spécificité est qu'ils s'éliminent plus facilement que d'autres perturbateurs endocriniens, puisqu'il suffit de changer nos pratiques en matière d'usage de cosmétiques, en matière d'exposition au plastique, ce qui est difficile parce qu'on retrouve du plastique partout, mais en changeant aussi nos pratiques en matière d'alimentation et notamment en évitant l'alimentation ultra transformée, on peut réduire notre contamination par les phtalates. Donc, la slide suivante, s'il vous plaît. Le partenariat, l'action en fait Zéro Phtalate s'inscrit dans le cadre d'une action plus large qui a porté sur tout un ensemble de perturbateurs endocriniens. Cette opération s'appelait PELIF 1 et là nous en sommes à l'opération PELIF 2. Et donc la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a souhaité s'associer à ce PELIF 2, à cette opération Zéro Phtalate qui ne porte que sur les phtalates pour la raison que j'ai évoquée, puisqu'il est facile d'éliminer les phtalates, ce n'est pas anxiogène pour les jeunes. En changeant nos pratiques, on peut éliminer notre contamination. Donc, l'agglomération de Cergy-Pontoise est entrée dans ce partenariat avec la région, le réseau Environnement Santé, le laboratoire Kudzu Sciences et les villes et établissements dans lesquels s'est réalisée cette opération Zéro Phtalate. Les différents partenaires de ce partenariat ont des rôles différents. Par exemple, la région finance les bracelets, l'achat des bracelets. La communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise cofinance la sensibilisation. Le réseau Environnement Santé effectue la sensibilisation des jeunes aux méfaits des perturbateurs endocriniens auprès des lycéens. Et par exemple, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise participe à la communication des résultats de cette opération. Donc les jeunes volontaires ont porté les bracelets en silicone pendant 7 jours, 24 heures sur 24.
L'analyse des résultats a été effectuée par le laboratoire Kutsu. Il a été retrouvé 7 à 8 des 9 phtalates qui étaient recherchés, ce qui est énorme, avec des disparités plus ou moins importantes selon les élèves. Nous verrons après le diagramme dans quelques instants. En ce qui concerne la présentation des résultats, elle a été effectuée par le réseau Environnement Santé en lien avec des étudiants en pharmacie et toxicologie qui sont stagiaires au sein du réseau Environnement Santé. Les résultats ont été anonymes, sont anonymisés pour ne pas être anxiogène, parce qu'évidemment, il peut être anxiogène pour un jeune de savoir qu'il est très contaminé par un type de phtalate ou un autre type de phtalate. Et dans certains lycées, comme au lycée de Lotil à Jouy-Moutier, les enseignants ont mené avec les élèves une analyse de la composition des produits de consommation courante, notamment des cosmétiques, à l'aide de l'utilisation d'applications numériques, dont la fameuse, je ne vais pas faire de publicité, mais Yuka, qui est revenue assez souvent. Donc, je voudrais vous montrer le diagramme avec les résultats d'un lycée, les résultats qui ont été retrouvés au lycée d'Ony. Si on veut bien me montrer la slide suivante, Étienne, s'il vous plaît. Merci. Donc, chaque bâton correspond à une personne volontaire pour cette expérience, et les différentes couleurs des bâtons correspondent en fait aux différents phtalates qui ont été recherchés. Donc, les résultats sont anonymes. Vous voyez des F pour filles et des G pour garçons. Donc, le côté gauche représente les élèves et le côté droit les adultes qui ont été également, qui ont fait partie de l'expérimentation. Ce sont essentiellement des enseignants. La slide suivante montre les résultats pour 3 autres lycées et j'attire votre attention sur cet énorme bâton bleu qui monte jusqu'au ciel. Au lycée de Lotil, un garçon est plus particulièrement contaminé par un phtalate qui se nomme DEP. Et dans la slide suivante, on peut voir où l'on retrouve les DEP. On les retrouve essentiellement dans les cosmétiques, les parfums, les shampoings, les déodorants. Il est possible que ce garçon se mette tout simplement du gel sur les cheveux ou utilise des parfums ou des shampoings qui émettent énormément de perturbateurs endocriniens, peut-être un ensemble, un cocktail de tous ces produits. En tout cas, la contamination de ce garçon était vraiment très, très élevée et nous a énormément impressionnés. Slide suivante, le slide suivant montre les intérêts et les avantages de cette opération zéro phtalate. Alors évidemment, l'intérêt premier est que les perturbateurs endocriniens constituent un réel problème de santé publique et qui touche, comme je vous le disais, plus particulièrement les adolescents, puisqu'il s'agit d'une fenêtre d'exposition et de vulnérabilité très importante, le moment de l'adolescence. Parmi les avantages, le caractère partenarial de la démarche, qui, à mon avis, est très intéressant parce qu'il met ensemble des organisations qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, des collectivités, une association, le réseau Environnement Santé, un laboratoire d'analyse, le laboratoire Kutsu, des étudiants en pharmacie, en toxicologie. Il faut savoir que les résultats ont également été présentés dans certains lycées par les éco-délégués. Ensuite, on retrouve évidemment au sein de ce partenariat les établissements d'enseignement et notamment l'encadrement scolaire qui s'est énormément investi dans ces opérations. Un point important pour nous, les jeunes ne sont pas des réceptacles passifs de l'information dans cette opération. Il ne s'agissait pas pour eux de recevoir juste de l'information qu'on leur explique ce que sont les perturbateurs endocriniens, pourquoi ils sont mauvais pour la santé. Ces jeunes ont vraiment participé en portant les bracelets. Alors, ils n'ont pas participé vraiment à la mesure de leur contamination, comme on peut le faire avec, par exemple, des capteurs, des mini-capteurs pour mesurer la qualité de l'air ou le bruit, des mini-capteurs citoyens, puisque la mesure a été faite par un laboratoire d'analyse, mais ils ont quand même porté ces bracelets, et en portant ces bracelets, ils se sont posé des questions, à la fois sur la méthode, sur les limites de la méthode. Ils étaient très intéressés à avoir des informations sur ce sujet. Ensuite, des enseignants ont participé aussi à cette expérimentation, et du coup, ça a suscité vraiment la curiosité des élèves, parce que les élèves ont voulu savoir s'ils étaient plus ou moins contaminés que leurs enseignants. Deuxième action dont j'aime... Ah non, excusez-moi.
j'ai oublié ce projet de l'ESSEC qui est pourtant très important. Les étudiants de l'ESSEC ont donc mené pour nous une étude sur la question de la substitution au plastique dans la restauration collective. Alors, je ne peux pas déflorer leur étude et donner les résultats parce qu'elle n'est pas encore validée par leurs enseignants, mais sachez qu'ils ont présenté à notre endroit la législation et les textes de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise qui se rattachent à cette question du plastique et de la restauration collective. Ils nous ont donné des éléments importants de quantification des déchets et de la problématique des déchets sur notre territoire. Ils ont mené une cartographie des acteurs, notamment de la restauration étudiante, mais également des startups qui peuvent nous aider à mettre en place un circuit logistique de consignes qui permet de récupérer les contenants alimentaires dans la restauration collective, de les nettoyer, de les hygiéniser, puis de les restituer à nouveau au sein des établissements de restauration collective. Ces étudiantes, car il ne s'agissait que d'étudiantes qui ont choisi ce sujet, nous ont également proposé des recommandations à court terme, moyen et long terme qui sont bien utiles pour nous, pour créer cette filière de substitution au plastique dans la restauration collective. Et il y a une autre action dont je n'ai pas parlé, mais qui est aussi intéressante et qui a trait aux cosmétiques. La communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a lancé un appel à projet concernant la cosmétique, et l'un de ces volets ou volants du concours consiste à proposer une cosmétique qui soit exempte de produits mauvais pour la santé et notamment de perturbateurs endocriniens. Donc le défi mentionne explicitement la question des perturbateurs endocriniens en matière de cosmétique et, je vous le disais en introduction, nous avons sur notre territoire une industrie cosmétique. Donc pour nous, il est très important de faire le lien entre ces deux points, l'industrie cosmétique et la lutte contre les perturbateurs endocriniens. Donc deuxième type d'action menée par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, la sensibilisation au bruit et plus particulièrement à la question de la musique amplifiée. Des jeunes collégiens et des écoliers de primaire ont été sensibilisés en 2019. 300 jeunes ont pu être sensibilisés. Alors, je n'étais pas encore élue en 2019, donc cette action m'a été expliquée et racontée. Je n'ai pas pu la vivre. Sachez que le partenariat a été composé du département de Bruy-Parif, de la communauté d'agglomération et de l'Institut de formation en soins infirmiers. Les élèves ont été sensibilisés par les jeunes étudiants infirmiers via une mallette, la mallette Kiwi, qui a été élaborée par Bruy-Parif. Bruy-Parif a formé ses élèves infirmiers à l'utilisation de la mallette. Et ce qui est très important pour nous et très intéressant, c'est que cette action de sensibilisation au bruit et cette action autour des méfaits du bruit a été intégrée au cursus de soins infirmiers à Cergy-Pontoise. Ce qu'ont révélé ces ateliers qui ont été menés auprès des jeunes, ce sont des pertes auditives déjà non négligeables. Ces jeunes ayant des pertes auditives liées notamment à l'écoute au casque, qui commence très tôt, malheureusement. Et cerise sur le gâteau, nous en étions très heureux. Cette action a reçu le prix de la santé environnementale 2022 qui a été remis par l'Académie nationale de pharmacie. Et je suis missionnée auprès du vice-président en charge de la transition écologique et énergétique qui est venu recevoir ce prix et qui était heureux comme un enfant. Nous étions vraiment très, très heureux de recevoir ce prix parce que nous pensons que cette sensibilisation est vraiment très, très, très importante. Et pour les collectivités qui pourraient être intéressées, il s'agit de se diriger vers Bruy-Parif. Je sais que cette action va être modifiée, elle va être numérisée. Peut-être qu'elle ne se fera plus par le biais d'une mallette, mais plus par le biais d'outils numérisés. Mais en tout cas, dirigez-vous vers Bruy-Parif et vraiment, c'est une très, très belle action de sensibilisation. Quels sont les intérêts et les avantages de cette action? Elles sont présentées dans la slide suivante. Et il y a aussi une petite photo, qui nous montre les jeunes sensibilisés au premier plan et à l'arrière-plan, les étudiants en soins infirmiers qui ont donc participé à cette sensibilisation des jeunes. Donc la prochaine slide nous montre les intérêts et les avantages de cette action.
Donc, intérêt, encore une fois, les problèmes auditifs, les risques auditifs sont un problème de santé publique. On les observe déjà, d'où l'importance de mettre en place cette sensibilisation. Les avantages, encore une fois, le caractère partenarial de la démarche est vraiment à souligner avec les collectivités, les villes qui composent l'agglomération et qui ont accueilli cette sensibilisation, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, l'Institut de formation en soins infirmiers, l'UFSI, les établissements d'enseignement que sont les écoles et les collèges. Là encore, il y a eu une participation active des élèves sous la forme de tests d'écoute et ils ont rempli un questionnaire sur leur pratique musicale, sur leur pratique d'écoute musicale. Ces jeunes ont donc été sensibilisés par les élèves infirmiers. C'est important parce que cela apprend aux élèves infirmiers à encadrer des ateliers, ça les apprend à s'adresser à des jeunes, ça les apprend à transmettre des savoirs. Et encore une fois, ce qui est important pour nous, c'est que cette question a été vraiment intégrée au cursus de l'IFSI et nous avons pu recourir à des ressources locales puisque l'IFSI, c'est l'IFSI de Cergy-Pontoise qui a été sollicité dans le cadre de cette action. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de vous dire 2-3 mots sur la charte, Véronique, Daniel. Ah, si, parce que c'est important quand même la charte d'aménagement. Enfin, je pense que lier le PLU, PADD à ça, à la santé, c'est bien. D'accord, très bien. Et vite, si tu peux. Oui, je vais. Merci. Donc, il existait en 2010 une charte, il existait déjà une charte d'aménagement en 2010, mais qui n'intégrait pas du tout la question de la santé. La communauté d'agglomération a donc voulu intégrer cette question et a donc révisé cette charte. La charte qui est présentée, dont je vous parle, n'a pas encore été validée politiquement comme je vous l'ai indiqué. Elle a été élaborée par le biais d'ateliers avec les techniciens, par le biais d'ateliers avec les élus. Normalement, elle aurait dû déjà être validée. Nous sommes un peu en retard. Elle aurait dû être validée en décembre. Mais nous sommes en retard au vu de l'énormité du travail. Vraiment, je tiens à saluer vraiment le travail qui a été entrepris, puisque la charte présente approximativement, je crois, 400 propositions, 400 actions. Donc, c'est un travail énorme. Le diagnostic a été réalisé par le... Oui, je vois les visages. Le diagnostic a été réalisé et certaines actions proposées ont été proposées par le cabinet Visea. Donc, et ici, le schéma que je vous présente ici a été réalisé par ce cabinet. Dans la slide suivante, on peut voir des éléments du diagnostic territorial. Ce qui se passe, c'est que dans le cadre de cette charte, on nous présente un diagnostic territorial portant sur divers domaines et ensuite, à partir de ce diagnostic, bien sûr, des actions sont proposées. Donc, un des éléments du diagnostic est l'importance de l'étalement urbain de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, ce qui fait que nous sommes très dépendants de la voiture, d'ailleurs, malgré des transports collectifs tout de même assez développés. Et comme vous le savez, nous, élus, sommes sous l'injonction du zéro artificialisation nette, sous l'injonction du ZAN, qui nous enjoint donc à ne pas trop nous étaler, à densifier l'habitation, les habitats, et si possible à construire déjà sur la ville. La slide suivante montre une autre problématique qui est celle de la rénovation énergétique des bâtiments. Nous avons beaucoup de passoires énergétiques, enfin pas mal en tout cas sur notre territoire, avec des différences entre les villes, bien évidemment. Et je voudrais relier les deux. Je voudrais relier la question de l'évitement de l'étalement urbain et la question de la rénovation énergétique en montrant l'articulation qu'on peut retrouver entre différentes politiques publiques. La slide suivante vous montre en fait une proposition d'action que l'on trouve ici dans la colonne des actions souhaitables et qui est l'action suivante. Il s'agit d'inciter les propriétaires à mettre sur le marché leurs biens, soit à la location, soit à l'achat. Tout simplement, il s'agit en fait d'une action en lien avec l'action du ZAN, puisque pour éviter l'étalement urbain et pour éviter de construire, il faudra déjà, une des actions possibles est que les locaux qui soient inoccupés soient occupés, donc soient mis en vente ou mis à la location.
Or, pourquoi est-ce que les propriétaires parfois ne mettent pas leurs locaux, leurs propriétaires en vente ou en location? Parfois, ils ne le font pas parce qu'ils espèrent une plus-value, ils espèrent que les prix vont augmenter avant de revendre leurs biens, mais parfois, ils ne le font pas parce qu'il faut rénover énergétiquement leurs biens et ils ne savent pas exactement quelles sont les aides financières ou autres pour rénover énergétiquement leurs biens et les mettre en location ou les mettre en vente. Et c'est là que collectivité, nous pouvons intervenir en augmentant ou en améliorant la formation à destination des propriétaires dont les logements sont inoccupés. Et en mettant ces logements inoccupés, encore une fois, sur le marché, ça permet par exemple d'éviter de construire quelques immeubles. Voilà, je n'en dis pas plus sur cette charte. Donc, on peut faire donc le lien entre politique d'évitement de l'étalement urbain et politique de rénovation énergétique. Je n'en dis pas plus donc sur cette charte puisqu'elle n'a pas encore été validée. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions que vous n'avez pas le temps de poser, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Voilà. Merci Catherine, c'était très complet, très intéressant. Alors moi qui suis d'une autre ville nouvelle de la région parisienne, Évry-Courcouronnes, je me suis retrouvée parce qu'on a beaucoup de choses qui se ressemblent sur la composition de nos villes, y compris sur la jeunesse, parce qu'on fait aussi le travail des bracelets phtalates dans les lycées, les perturbateurs, etc. Alors, les questions, effectivement, alors comme on va être limité par le temps, et j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de questions dans le chat et déjà des réponses apportées. Mais est-ce que Étienne, par exemple, je ne le vois pas, mais il est forcément là. Tu vois déjà une question, Daniel, pour Christine. On va essayer en effet de les passer vite. Christine, est-ce que la mission santé-environnement va être un premier pas vers un contrat local de santé? Elle croise les doigts. C'est joker ou tu croises les doigts? Elle croise les doigts. Alors, Estelle a répondu, je pense. Peut-être pour compléter, excusez-moi, il y a un contrat local de santé à Cergy, pas sur la communauté d'Aglo, mais à Cergy, il y a un contrat local de santé. Sur les autres villes, je n'ai pas eu le temps de voir toutes les autres villes, donc je ne peux pas vous dire. Et il y a un contrat local de santé mentale sur la communauté d'Aglo de Cergy. Oui, ça oui. Mais plus généralement, contrat local de santé au niveau de l'agglomération. C'est vrai qu'il existe dans plusieurs villes, notamment à Cergy. Alors, Karine est partie, mais elle posait la question de la coexistence ou de la justification ou de l'intérêt d'avoir des contrats locaux santé dans certaines villes d'une agglomération et d'avoir en plus un CLSI pour l'intercommunalité. Mais elle est partie, donc on ne va pas entamer la discussion là. Je pense que pour Loire-Forez, Estelle a très bien répondu. Je suis intéressée par la réponse parce que je suis la collègue de Karine. Ah, d'accord. Mais Karine m'a dit qu'elle m'appelait ce week-end, donc voilà. Okay. Donc je pense que pour François et Estelle, les questions ont été répondues. Agnès avait je pense que c'est tout, hein, je pense qu'on a à peu près... alors, je crois que Nadia Terki a dû partir, donc je pense qu'elle ne répondra pas à la question sur... Enfin, c'était plus un commentaire amusant d'Agnès sur la fête de la bière. Alors, il y avait une question d'Agnès peut-être sur... vous avez mobilisé, vous indiquez les uns les autres avoir mobilisé tous les services de la ville, enfin surtout pour Nadia et François. Pouvez-vous en dire plus et comment cela se traduit en termes de décision politique locale sur vos 3 territoires? Et si vous en êtes d'accord, et Cathy avait un commentaire. On laissera Cathy terminer avec son commentaire et ensuite on vous libérera parce qu'on a déjà dépassé. Mais si vous avez des questions prégnantes qu'on transférera à nos intervenants, vous n'hésitez pas à les envoyer donc à Étienne, contact ESPT. Voilà. François et Nadia, elle est partie. Nadia, elle devait aller chercher son fils, elle doit revenir, mais elle va être trop tard. Est-ce que François, Estelle, vous voulez répondre à cette question? Oui, alors juste une petite précision. Nous, on travaille vraiment au niveau de l'agglo et pas d'une, enfin, d'île, c'est déjà un grand mot, parce que je vous dis bien, la plus grosse, c'est 10 000. On travaille vraiment au niveau de l'agglo, donc on a
Enfin, voilà, il faut bien faire cette différence-là. Ce n'est pas tout à fait le même échelon. Et ce n'est pas la même structure que celle qu'on entend là. On n'est pas dans des villes urbaines. Enfin, voilà. Alors, je ne sais pas si ça répond un peu à la question. C'était plus la mobilisation, c'est des services de l'agglo. Oui, donc du coup, on travaille avec tous les services de l'agglo. Là, voilà, Estelle a mis un exemple sur les crèches. On a vu sur toutes nos diaporamas la prévention de l'ambroisie, du tic avec l'environnement, et j'en passe. Voilà, le PLH, parce qu'on vient de nous montrer là, on est exactement dans la même configuration au niveau de notre PLH. Voilà. Donc, c'est un plan local aussi, un PLUI. Très bien. Merci beaucoup. En tous les cas, oui. Si je peux juste faire une petite intervention. Donc, Agnès, pour Santé Île-de-France, merci pour vos interventions qui étaient passionnantes. Je ferai juste une petite critique, si je peux me permettre. C'est qu'effectivement, Madame Santerre, vous avez répondu sur l'exemple concernant les couches. Et globalement, d'une manière générale, dans les interventions qui sont proposées, les éléments apportés sont principalement autour des actions qui sont menées auprès du public et assez rarement auprès de comment s'organise le conseil municipal, comment la santé est pensée de façon transversale, comment vous avez mobilisé les différents élus pour justement arriver à ce résultat-là. Et je trouve que c'est dommage que ça ne soit pas indiqué dans vos interventions, pour une question pédagogique, en fait, pour les autres territoires qui souhaitent aussi se mettre à agir de cette façon-là et pas travailler, penser la santé que du point de vue de la prévention. Voilà, c'était juste une petite remarque et merci de votre précision sur les couches. Je serais très intéressée d'avoir aussi d'autres exemples, mais là, on n'a pas le temps. Merci. Alors, pour faire très court, en début de l'intervention, on a impliqué les élus en faisant vraiment un diagnostic de notre territoire par les élus. Donc, c'était un premier pas d'approche et après, ils sont forcément informés à chaque fois Et pour ce qui est de la santé purement santé, notre chef de file est le département. Donc, on ne veut pas rentrer en conflit ou en ce qu'on veut. On ne va pas rentrer dans le domaine de champ de compétences du département. Si Estelle veut compléter. Estelle, c'est bon ou je peux passer la parole à Cathy? C'est bon? Je pense que c'est très bien comme ça. Très bien, parfait. Cathy, est-ce que tu dis encore un mot? Tu voulais dire encore un mot? Très court. Comme on associe effectivement les élus, comme a annoncé un deuxième temps sur notre réflexion compétences, voilà, on pourra nourrir ça. Juste, je trouve que ce troisième exemple sur la santé environnementale, il est très intéressant parce qu'il fait encore plus le lien avec les autres compétences des territoires, EPT aux communautés d'agglo, sur l'habitat, sur l'urbanisme, sur les chartes de construction, enfin sur toutes les dimensions de la santé environnementale. Et du coup, on voit bien que ça permet de légitimer encore plus un échelon territorial en santé parce que c'est très, très, très lié aux autres compétences qui sont naturellement plus présentes dans les agglos. Et donc, voilà, ça peut permettre d'avoir un premier socle bien posé sur que remonter au territoire. Et très intéressée pour suivre le deuxième temps. Merci. Très bien, merci. Je peux dire un mot sur la mobilisation des élus? Oui, vas-y, Christine. Vas-y. On en est, de toute façon, on est hors cadre, hors limite, on a tout dépassé. Au sein de la direction projet de transition écologique, nous avons un groupe de travail composé d'élus des villes qui composent la communauté d'agglomération et des élus adjoints DD, adjoints développement durable. Donc, c'est avec eux que nous construisons la politique publique et les actions que nous développons. C'est en lien avec eux, en concertation avec eux, dans l'échange que nous construisons cette politique publique. Donc, c'est notre moyen de mobiliser aussi les élus au niveau des villes. Très bien, parfait. Eh bien, écoutez, on va se quitter avec, je pense, une envie forte de faire cet acte 2, voire un acte 3, parce qu'on a eu vraiment
plusieurs propositions, encore une fois, d'intercommunalité pour intervenir à ce webinaire avec, encore une fois, des profils différents, des actions différentes, des mobilisations d'élus dans les communes différentes. Donc, je pense qu'à chaque fois, il y a vraiment, à travers ce partage d'expérience, en tous les cas, des éléments ou inspirants ou réconfortants. Je pense aussi à Nadia qui a vécu beaucoup de difficultés en tous les cas pour mener ses actions. Il faut en tous les cas un engagement, une conviction politique très forte. Vous dire juste avant de terminer ce webinaire qu'il n'y aura donc pas de webinaire en juin, puisque nous avons donc, Étienne va poster quand même la journée nationale santé-environnement au Sénat, donc à Paris, uniquement en présentiel. Elle sera, il y aura des actes, hein, comme pour toutes nos journées, mais elle sera donc en présentiel avec de belles tables rondes pour donner la parole aux villes, aux groupements, aux autres niveaux de la strate territoriale que sont aussi départements et régions. Donc voilà, donc Étienne va poster ça. Et puis il y aura également, elle est là mais je ne peux pas ne pas le dire, nous allons aussi bientôt avoir une nouvelle capsule vidéo pour aussi mettre en valeur, en avant, pour encore une fois partager, donner envie, donner des éléments qui permettent à ce réseau de pouvoir se répondre, pouvoir encore une fois apporter des éléments d'information, de méthode. C'est Cathy, on va avoir une capsule vidéo sur la santé des femmes dans la ville de Saint-Denis et cette capsule sera postée sur notre site dès la semaine prochaine avec en particulier une grande partie sur la Maison des femmes. Donc surtout n'hésitez pas à aller sur notre site SPT, notre site internet quand vous pouvez. Voilà, merci encore une fois. Daniel, alors Étienne a donc posté le Save the Date, le programme sera bientôt envoyé également. Donc Daniel, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot de plus. Non, tu as tout dit, merci à tout le monde. Vous êtes encore très nombreux, là on en a perdu 10 d'un coup, mais vous êtes quand même très nombreux à être restés au-delà de l'heure dite. Merci infiniment à nos 3 intervenants d'avoir accepté de répondre à ce challenge, de présenter le mieux possible. Encore une fois, Agnès, on ne pouvait pas tout évoquer. C'est l'occasion aussi des questions-réponses, c'est l'occasion aussi de compléter à l'occasion d'un autre webinaire. En tous les cas, merci infiniment à tous les 3, Nadia, François, Christine, pour avoir partagé aussi bien, avec autant de passion, tout ce que vous avez mis en place dans la santé au niveau de votre intercommunalité et bien sûr aussi Estelle Santerre qui a aidé François à répondre à cet enjeu. Merci à tous, à très bientôt, je vois que Nadia est revenue. Voilà, merci, un grand merci. Daniel, tu as un petit mot? Mais merci à tout le monde et à bientôt aussi. Sans doute au 19 au Sénat si vous pouvez venir. À très bientôt, merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.